If my life is for rent, and there will be no white flag above my door. Tu connais cette voix. Le nom ne te revient peut-être pas tout de suite, mais dès que les premières notes tombent, tout remonte d'un coup. À la fin des années 90 et au début des années 2000, cette voix était partout. À la radio, dans les films que tu regardais, au cœur de l'un des plus grands morceaux de rap jamais enregistrés, plus de 40 millions de disques vendus, 4 Brit Awards. Pendant quelques années, elle était l'une des musiciennes les plus célèbres de la planète. Et puis, plus rien. Pas de scandale, pas de craquage public, pas de tournée d'adieu en larmes. Elle est sortie de la lumière et elle a refermé la porte derrière elle sans faire de bruit. Alors qu'est-il vraiment arrivé à Dido ? Aujourd'hui sur Vraies histoires de stars, on va répondre pour de vrai parce que la vérité est plus bizarre que n'importe quelle embrouille ou n'importe quelle dépression. Il y a dedans le prénom de naissance le plus ridicule que tu aies jamais entendu, une maison d'enfance sans télévision, un grand frère qui a dit publiquement que sa propre sœur ne savait pas chanter et une décision que presque aucun artiste de ce niveau n'a jamais eu le cran de prendre. Reste avec moi parce que ce qui est arrivé à Dido n'est pas une tragédie, c'est peut-être l'un des trucs les plus intelligents que quelqu'un ait jamais fait dans la musique. Et à la fin, tu vas sûrement regretter que plus de gens n'aient pas eu ce courage. On commence par le prénom parce qu'il raconte déjà tout. Son vrai nom, c'est Florian Claude de Bounvial O'Malley Armstrong. Ce n'est pas une blague. C'est écrit noir sur blanc sur son acte de naissance. Et elle n'a jamais caché à quel point elle en a voulu à ses parents pour ça. Elle naît le jour de Noël 1971 à Kensington, à Londres. Sa mère Claire est poétesse française. Son père William est éditeur irlandais. Il l'appelle Dido, en référence à la reine guerrière de l'antique Carthage. Ça sonne majestueux jusqu'au moment où tu te souviens que la Didon de la légende se donne la mort à cause d'un homme, pas vraiment le plus doux des cadeaux à faire à un nouveau-né, mais la partie reine guerrière, elle, allait servir. La vie chez les Armstrong, disons-le poliment, n'avait rien d'ordinaire. Pas de télévision à la maison, sa mère l'interdisait. Alors la petite Dido remplissait ses journées avec des livres, avec l'écriture et en tapant une balle de tennis contre le mur du jardin pendant des heures. À 6 ans seulement, elle entre à la prestigieuse Guildhall School of Music and Drama de Londres. À 10 ans, elle joue du piano, du violon et de la flûte à bec. Adolescente, elle tourne dans tout le Royaume-Uni avec un ensemble classique. Sur le papier, sa route était tracée, les orchestres, les salles de concert, une carrière de musicienne classique sérieuse. Et puis à 16 ans, tout ça s'écroule en silence. Ce qui fait tout basculer, c'est Ella Fitzgerald. Dido l'entend et d'un coup, le classique ne lui suffit plus. Elle ne veut plus jouer les partitions des autres dans une salle feutrée, elle veut chanter. Elle veut écrire ses propres chansons, elle veut cette force émotionnelle brute que le jazz et la pop peuvent atteindre et que la rigueur classique lui interdit. Un seul obstacle sur sa route et il fait mal. La personne qui ne croit pas une seconde qu'elle en est capable, c'est quelqu'un de sa propre famille. Il s'appelle Rollo Armstrong, c'est le grand frère de Dido et il est déjà en train de se faire un vrai nom dans l'industrie. Il va cofonder Faithless, le groupe électronique légendaire derrière des monstres comme Insomnia et God is a DJ. Alors quand on vient lui dire que sa petite sœur a une belle voix, Rollo balaie ça d'un revers de main. Il ne pense pas qu'elle sait chanter. Mesure 2 secondes ce que ça fait. La seule personne du métier qui partage ton sang, celle que tu voudrais le plus savoir dans ton camp, te dit en gros de laisser tomber. Pour beaucoup de gens, c'est là que le rêve s'arrête. Mais souviens-toi du prénom qu'elle porte, Dido refuse de lâcher et elle le fait par le chemin le moins glamour du monde. Elle chante avec des groupes dans Londres le soir et elle garde un boulot normal la journée. Elle devient agent littéraire dans une maison d'édition comme son père avant elle. Elle étudie même le droit pendant un temps, la musique était le rêve mais elle le poursuit avec un pragmatisme de fer.
Le job alimentaire le jour, les chansons le soir et le week-end. Petit à petit, elle use son frère jusqu'à la corde et il finit par la laisser poser les chœurs sur le premier album de Faithless Reverence en 1996. Le disque se vend à plus de 5 millions d'exemplaires. Pour la première fois, Dido a un pied coincé dans la porte. Il ne manque plus qu'une chose, que quelqu'un de puissant l'entende vraiment. Elle commence à enregistrer ses propres démos et ses maquettes circulent tout doucement dans le métier de main en main par des amis et par le bouche à oreille. L'une d'elles finit par atterrir sur le bureau de Clive Davis, le patron légendaire d'Arista Records, l'homme qui a contribué à lancer Whitney Houston et Aretha Franklin. Davis l'invite à le rencontrer au Dorchester Hotel de Londres. À la fin du rendez-vous, il est tellement emballé qu'il chante les chœurs avec elle, là, dans la pièce. Elle signe peu de temps après. La fille dont son propre frère doutait vient d'être adoubée par l'un des plus grands découvreurs de talent de l'histoire de la musique. Son premier album, No Angel, sort en 1999. Et voilà le détail que presque tout le monde a oublié. Au début, il ne se passe rien. Des ventes molles aux États-Unis, quelques critiques polies et le grand public qui passe à côté sans le voir. Le single Here With Me devient le générique de la série Roswell. Ce qui lui donne un peu de lumière. Un autre morceau, Thank You, atterrit sur la bande originale du film Pile et Face. Mais pour l'immense majorité de la planète, Dido reste une parfaite inconnue assise sur un album que personne n'achète. Le disque qui allait devenir l'un des plus grands premiers albums de l'histoire britannique était, à ce moment précis, en train de faire du surplace. Et puis un rappeur de Detroit la contacte et toute sa vie change de trajectoire. En l'an 2000, Eminem sort Stan, aujourd'hui considéré comme l'une des plus grandes chansons de hip-hop jamais écrites. Elle raconte l'histoire d'un fan obsessionnel qui écrit des lettres à son idole et qui déraille un peu plus à chaque page. Et le cœur émotionnel du morceau, la partie qui lui donne cette sensation hantée et douloureuse, est construit autour d'un sample de Thank You de Dido. Ces quelques lignes d'ouverture, douces et tristes, deviennent l'un des moments les plus reconnaissables de toute la musique moderne. Dido apparaît même dans le clip, dans le rôle de la petite amie enceinte condamnée, à tourner des scènes avec un faux ventre et à finir dans le coffre d'une voiture. Elle a plaisanté plus tard en disant qu'elle était passée du tournage d'un clip à choisir des caleçons avec Dr. Dre le lendemain. Voilà à quel point sa vie était devenue irréelle. L'effet de Stan sur sa carrière est nucléaire. Des millions de gens entendent ces quelques lignes et veulent savoir à qui appartient cette voix. No Angel, l'album qui prenait la poussière, explose. Il reste bien plus d'1 an dans les classements britanniques et se vend à plus de 15 millions d'exemplaires dans le monde, ce qui en fait l'un des albums les plus vendus jamais produits au Royaume-Uni. Thank You grimpe jusqu'à la première place du Billboard Hot 100 aux États-Unis, son premier et, on le sait maintenant, son seul numéro, un Américain en solo. Elle rafle les Brit Awards, meilleure artiste féminine britannique et meilleur album britannique. Elle décroche un MTV Europe Music Award de la meilleure révélation. En à peine 1 an, Dido passe de choriste avec un job alimentaire à superstar mondiale. Et ça devient encore plus fou. Aux Grammy Awards de 2001, Elton John monte sur scène pour interpréter Stan en direct aux côtés d'Eminem et c'est Elton qui chante les parties de Dido. Prend 1 seconde pour mesurer ça. L'un des plus grands musiciens de tous les temps, debout sur la plus grande scène du monde, en train de chanter ses mots à elle. Elle-même avait du mal à croire que c'était réel. 2 ans plus tard, elle sort son 2e album, Life for Rent, et c'est encore un monstre. If my life
Le single White Flag devient sans doute sa chanson signature, un hymne au chagrin d'amour qui touche des millions de personnes. L'album se vend à plus de 12 millions d'exemplaires et domine les classements dans toute l'Europe. Elle part en tournée mondiale à guichet fermé. Selon absolument tous les critères, Dido est au sommet de l'industrie musicale. Et c'est exactement à ce moment-là qu'elle commence à lâcher prise. Voilà ce que la plupart des gens n'ont jamais compris chez elle. Dido n'a jamais vraiment voulu être célèbre, elle voulait faire de la musique, ça a l'air d'être la même chose. Et pourtant, c'est à des kilomètres l'un de l'autre. Les tournées sans fin, les cycles de promo, les caméras, les inconnus qui surveillent chacun de ses gestes, tout ça la vide lentement. Elle est profondément introvertie, une femme élevée dans une maison silencieuse pleine de livres et de poésie sans télévision. Les projecteurs qui hurlent, ce n'était tout simplement pas l'endroit où elle se sentait vivante. Et le jour où elle comprend que le prix à payer pour rester au sommet, c'est de devenir quelqu'un qu'elle ne veut pas être, elle fait un choix que presque personne dans sa position ne fait jamais. Après la fin de sa tournée en 2004, elle se retire, pas de déclaration dramatique, pas d'effondrement public. Elle s'arrête simplement, elle continue d'écrire et d'enregistrer en privé, mais elle sort de la vie publique à un niveau que les artistes de son rang n'osent presque jamais atteindre. Et puis, au milieu de cette retraite, le deuil arrive. En 2006, son père, William, meurt et cette perte la met à terre. Elle verse cette douleur dans son troisième album, Safe Trip Home, sorti en 2008, un disque profondément personnel, produit en partie par le légendaire Brian Eno, avec la participation de Questlove de The Roots. La critique le salue et il décroche une nomination au Grammy pour le meilleur album en matière d'ingénierie du son. Mais il se vend à une fraction de ce qu'avaient fait ses deux premiers albums et la Dido prend une décision qui te dit exactement qui elle est. Elle refuse de le défendre en tournée, chanter son père mort devant des milliers d'inconnus soir après soir, c'était plus que ce qu'elle était prête à s'infliger. Alors elle disparaît de nouveau et cette fois le silence dure encore plus longtemps. En 2010, elle épouse discrètement le scénariste britannique Rohan Gavin. L'année suivante, elle donne naissance à un fils qu'elle appelle Stanley. Les fans supposent tout de suite que c'est un clin d'œil à Stan, la chanson qu'il a fabriquée, mais Dido a toujours affirmé que c'était une pure coïncidence, qu'elle aimait ce prénom depuis l'adolescence, bien avant qu'Eminem n'entre dans sa vie. Avec un bébé et un mari qu'elle adore, elle se consacre à sa famille. Elle a raconté que les années lui avaient tout simplement filé entre les doigts. Elle écrivait toujours, elle bricolait toujours des chansons dans son coin, mais elle n'était pressée de sortir quoi que ce soit et elle ne courait après rien. Ni les tubes, ni la pertinence, ni les gros titres. Elle vivait tout simplement en élevant son fils dans le nord de Londres, en faisant de la musique uniquement quand l'envie lui venait. Elle réapparaît brièvement en 2013 avec un quatrième album, Girl Who Got Away, qui atteint la 5e place au Royaume-Uni. Elle retrouve même Eminem sur scène au festival de Reading and Leeds cette année-là. Mais là encore, pas de tournée démesurée, pas de campagne pour se réimposer dans la conversation. Elle livre l'album et elle retourne à sa vie privée. Et pendant longtemps, on a vraiment cru que ce serait la fin tranquille de l'histoire. Puis en 2019, quelque chose change. Cette année-là, Dido annonce un nouvel album, Still on My Mind, et pour la première fois en 15 ans, elle repart en tournée. Les billets partent presque instantanément. Les fans qui attendaient depuis plus d'une décennie de la voir sur scène ne comptaient pas laisser passer l'occasion. La même année, elle reçoit le prestigieux Ivor Novello Award pour l'ensemble de son répertoire, une distinction qui salue toute son œuvre. La tournée est un triomphe, les critiques sont élogieuses. Après toutes ces années dans l'ombre, elle prouve que sa voix et ses chansons n'ont rien perdu de leur puissance. Mais voilà ce qui compte vraiment. Elle l'a fait à son rythme, après sa pause, à ses conditions, puis elle est retournée à la vie tranquille qu'elle avait choisie. Depuis, elle continue de faire de la musique entièrement à sa manière. En 2023, elle signe un nouveau contrat d'édition avec Warner Chappell Music qui couvre à la fois son catalogue classique et ce qu'elle sortira ensuite. Une nouvelle génération la redécouvre en permanence avec des artistes qui samplent et retravaillent Thank You et qui ramènent son son dans les classements.
En 2025, elle marque les 25 ans de No Angel avec une édition vinyle spéciale et elle apparaît sur un nouveau morceau de Faithless aux côtés de son frère Rollo, ce même frère qui disait autrefois qu'elle ne savait pas chanter. Après tout ça, la boucle est bouclée, elle est revenue exactement là où tout a commencé. Aujourd'hui, Dido vit dans le nord de Londres, pas très loin de là où elle a grandi. Elle décrit sa vie comme parfaitement ordinaire. Elle tourne autour de son mari, de son fils et de son frère. Elle écrit toujours, elle enregistre toujours, mais elle le fait uniquement parce qu'elle aime ça, pas parce qu'elle a besoin d'un public ou d'un projecteur. À son sommet, elle gagnait, selon certaines sources, plus d'1 million de livres par mois. Et pourtant, il n'y a ni manoir, ni démonstration tapageuse. Juste une vie tranquille dans le même quartier où elle passait autrefois ses après-midi à taper une balle de tennis contre le mur du jardin. Et c'est peut-être ça le plus fascinant chez elle, dans une industrie qui broie les gens et qui les jette, dans un monde où des artistes feraient de presque n'importe quoi pour rester dans les gros titres. Dido a regardé le sommet de la montagne et elle a décidé de redescendre, pas parce qu'elle avait échoué, pas parce qu'elle s'était effondrée. Parce qu'elle avait obtenu exactement ce qu'elle voulait de la musique et qu'elle a jugé que le reste, la célébrité, les tournées, la surveillance permanente, ne valaient tout simplement pas ce que ça lui coûtait. Elle a dit un jour qu'elle écrivait toujours, que la musique était sa façon de donner du sens au monde. Mais elle n'a jamais eu besoin que le monde entier entende chaque note. Certains artistes disparaissent parce qu'ils y sont forcés. Dido a disparu parce qu'elle l'a choisi et il y a quelque chose de discrètement puissant là-dedans, alors dis-moi. Tourner le dos à la superstarité, c'était le geste le plus intelligent qu'un musicien ait jamais fait, ou Dido a-t-elle gaspillé un talent générationnel à moitié utilisé? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires et restez avec nous pour plus de vraies histoires de stars. À la prochaine.